Vous restez avec nous et on va tout de suite enchaîner avec deux tables rondes, donc comme ça a été indiqué. Pour la première, je vais appeler Hakim Khelaf. Est-ce qu'il est arrivé? On m'avait dit qu'il arriverait peut-être avec un peu de retard. Le voici. Hakim Khelaf, Nicolas Méhari, donc maire de Brétigny-sur-Orge, je l'ai dit tout à l'heure, et Jean-Marc Gronier. Merci à tous les trois de nous rejoindre. Merci encore Nicolas Abouzou pour cette analyse. Il va à présent vous écouter, même s'il a certainement beaucoup à dire, et ajouter ses questions aux miennes s'il le souhaite, hein, bien entendu. C'est un débat largement ouvert avec vous et entre vous également. On a donc parlé des clusters, hein, on a désigné, donné cette définition de regroupement autour d'un domaine particulier sur un territoire particulier. Le cluster en général regroupe des compétences complémentaires ou les mêmes compétences. Et sur ce territoire, tente d'attirer, comme l'a dit Nicolas Abouzou, c'est la base, le plus possible d'entreprises de qualité, bien entendu, avec un mot-clé qui est l'innovation. On peut parler peut-être l'attractivité aussi, essayer de les séduire. On peut parler peut-être d'écosystèmes et d'enjeux durables et écologiques. Je crois que les trois personnes ici présentes se posent ces questions. Commençons peut-être avec vous, Jean-Marc Gronier, parce que, alors, excusez-moi, je voulais d'abord présenter ce que vous faites chacun d'entre vous, ce sera plus précis. J'ai parlé d'Hakim Khelaf, président délégué du cluster Grand Paris Sport. Il va nous dire où ils en sont dans ce cluster sport qui est vraiment en devenir, en ouverture sur le monde, avec dans la ligne de mire en plus 2024. Hein, ça va être important pour vous, mais vous nous expliquerez ce que vous mettez dans cette appellation, les ambitions que vous avez autour de cela. Nicolas Méhari, vous êtes donc maire de Brétigny-sur-Orge, mais vous présidez aussi le cluster drone, et on va y revenir assez longuement. Alors là, en termes d'ancrage sur un territoire, on est bien sur un terrain qui a déjà connu les ambitions spatiales et autres, donc on verra à quel point c'est rattaché à ce territoire. Et donc Jean-Marc Gronier, je voulais commencer avec vous, avec le biocluster Génopole que vous dirigez maintenant, mais qui fête ses 20 ans, je crois. Quasiment jour pour jour aujourd'hui. Quasiment jour pour jour aujourd'hui. Bon, oui. C'est encore mieux, et qui a donc déjà une belle expérience, et même mieux que ça, premier bioparc français entièrement dédié à la recherche génétique, génomique, développement des biotechnologies, biothérapie. Vous voyez, Nicolas Abouzou, là on est innovation 100%. Jean-Marc Gronier. Oui, bon, puisque vous avez dit qu'on avait 20 ans, d'abord bonjour à tous. Puisqu'on avait 20 ans, c'est un moment de regarder pour tout le trajet qu'on a fait en 20 ans. Avec une volonté qui était celle du créateur, qui était Pierre Tambourin, et puis de tous ceux qui l'ont accompagné, je le citerai tout à l'heure, de créer vraiment le cluster. Alors, avec une définition très précise pour nous, qui est de rassembler sur un territoire le plus resserré possible. Et je parle bien d'un territoire géographique. On parle beaucoup trop, enfin, pas d'attaque tout de suite, hein. Non, on parle beaucoup trop de clusters, de pôles, etc. Je crois qu'il faut clairement le dire. À chaque fois qu'on parle de clusters, quand on parle de Boston, par exemple, hein, Boston, c'est large, hein, c'est très vaste. On parle de la Silicon Valley, je ne sais pas, c'est plus de 100 km de longueur. Donc, il faut le dire, le cluster tel qu'il était vu par Génopole, c'était de concentrer sur un territoire le plus resserré possible, celui d'Evry-Corbeil ici, des acteurs du triangle de la connaissance, c'est-à-dire tout de suite l'enseignement supérieur, de la recherche et des entreprises, c'était l'innovation peut-être dans le domaine qui était le plus fort à ce moment-là, et de le faire sur des thématiques ou une thématique la plus resserrée possible. Et là, vous l'avez cité, c'était partant des acquis qui avaient été ici, il y avait une graine, c'était celle de l'AFM Téléthon qui avait créé son premier laboratoire de génomique et de génétique autour des maladies rares. On peut peut-être en profiter, pardon voilà. Jean-Marc Gronier vous interrompt, mais pour rendre hommage à Bernard Barato, parce que c'était vraiment les tout débuts des Téléthons, et une partie de cet argent, hein, je sais pas, une partie, a été parce qu'une partie allait bien entendu vers les patients, voilà, vers les familles de patients, mais a été dédiée à la recherche. Voilà, de le consacrer à la génomique, parce que les maladies rares sont bien souvent d'origine génétique. Donc de faire ceci sur ce territoire. C'est ce qui a été fait il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, il y avait cette graine, une graine puissante. Il y avait une université, mais qui à l'époque était une université dédiée aux matériaux. Et puis il y avait peut-être une ou deux entreprises. Voilà.
Alors aujourd'hui, 20 ans après, de quoi on parle? On parle d'un cluster qui rassemble 2500, pratiquement 2500 emplois directs sur ce site. Si on rajoute les emplois indirects, on ne doit pas être loin de 7000. Et je ne dois pas me tromper quand je dis ça. Deuxième point, on a une université ici qui est membre de l'université Paris-Saclay, donc j'insiste bien aussi sur cette notion de continuité que l'on peut voir entre le plateau, Brétigny, et puis ici. Sincèrement, vu de Shanghai, au vu de San Diego, je peux vous dire qu'on ne voit pas très bien qu'il y a 30 km entre les deux. Donc, j'ai cité le nombre d'emplois, j'ai cité l'université. Aujourd'hui, 17 laboratoires de recherche dans des tutelles les plus importantes, 1000 personnes à peu près, et puis 87 entreprises qui sont présentes sur ce site avec pas loin de 1500 salariés. Donc voilà le chemin qui a été parcouru avec beaucoup d'obstination et beaucoup de continuité. Je crois que c'est le point, peut-être le mot-clé ici, c'est de la persévérance et de la continuité. Un centre de formation aussi, est-ce que vous l'avez mentionné? Je crois que oui. Et puis, puisque vous avez parlé de la Chine, une ambition à l'international. Oui, alors avant, j'allais le citer, je voudrais dire que cette continuité, cette persévérance, elle a été faite aussi le fait de la volonté et de l'alignement stratégique, quelles qu'aient été les alternances de 98 et maintenant, entre l'État, la région, le département, l'agglomération, qui a changé de nom entre-temps, je ne me souviens plus de l'ancienne, mais c'était Grand Paris Sud, la ville d'Évry. Je crois que cet alignement était un alignement absolument fantastique, et surtout, et je voudrais le citer ici, parce que si je ne le fais pas, ce serait vraiment une impolitesse de ma part, ça a été le soutien dès 98 de la CCI. Et la CCI a été, et est toujours, 20 ans après, l'organisme qui gère, qui pilote la pépinière Génopôle. Je crois qu'il n'y aurait pas eu cette action-là. Aussi, on n'aurait pas pu faire naître des entreprises sur ce site. Oui, c'est elle qui porte ce rapprochement dont vous parlez. Encore un mot, Jean-Marc Gronier, oui, je le disais, l'expansion à l'international, c'est votre actualité, donc il faut en parler. La Chine, les États-Unis, ambition assez forte. Le Canada. Le Canada, on l'ajoute. Le Canada, d'abord, puisque ça a été signé l'année dernière, et c'est une volonté d'identifier un nombre limité de clusters qui nous ressemblent dans un nombre limité de pays. L'objectif, c'est de favoriser les échanges entre les entreprises, alors c'est principalement les entreprises que l'on vise, entre les entreprises de ce cluster et les entreprises de Génopôle. Et là, déjà, on a une entreprise qui est déjà en train d'établir sa première filiale sur ce territoire, la Chine, bien entendu, et puis avec un deuxième cluster avec qui on a signé, puis on est en discussion avec d'autres territoires comme Singapour et les États-Unis. Et puis on va revenir en France aussi, puisque le cluster sport, par exemple, vous intéresse. Et ça, c'est très important, parce que ça, dont on va parler tout de suite. On est membre. Ben oui, vous êtes membre, et ça c'est important parce que ça donne effectivement cette unité à Kinkelhaf. C'est important pour vous d'avoir Génopôle à vos côtés. Absolument, c'est tout l'objet du cluster Grand Paris Sport qui s'inscrit d'abord dans l'histoire d'un territoire qui a une tradition assez forte en matière d'innovation, vous l'avez rappelé, et cette faculté de pouvoir conjuguer des facteurs d'excellence. On vient d'évoquer le soutien continu de la CCI, on parle du soutien du conseil départemental, de l'agglomération, et d'ailleurs j'en profite pour saluer le président du cluster Grand Paris Sport, Francis Choix. Donc c'est d'abord la combinaison de facteurs d'excellence. Les facteurs d'excellence, ce sont déjà des acteurs qui manifestent une volonté de vouloir organiser le territoire en identifiant ses hauts potentiels. Et au cas d'espèce, vous avez vu la semaine passée, un grand débat animait l'actualité politique, elle était celle sportive, autour de la question d'une réduction de manière pluriannuelle, c'est-à-dire sur plusieurs exercices, de 1600 emplois. Alors je vais certainement étonner, mais à la fois j'étais assez surpris du débat, parce que le véritable débat au moment où on organise les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est de penser, de s'interroger sur le fait est-ce que l'organisation des Jeux Olympiques pose une exigence, celle d'organiser 3 semaines de compétition, ou au contraire d'engager, de procéder à des dispositifs d'inclusion pour faire
de la France une nation sportive et par-delà s'interroger sur le modèle sportif français qui a aujourd'hui à peu près 60 ans. Hein. Il est né du général de Gaulle au moment des Jeux de Rome où on constatait qu'il n'y avait aucune médaille. Et là, à ce moment-là, se posait la question de l'intervention publique en matière sportive. 60 ans après, le vrai sujet, il est dans quel nouveau modèle sportif, quel modèle nous devons organiser, penser au moment où un nouvel acteur est entré dans la pièce de l'organisation sportive. Ce nouvel acteur, ce sont deux acteurs, pardon. Le premier, c'est la loi de décentralisation de 83 avec les collectivités locales. 80% du financement du sport en 1983 était assuré par l'État. 30 ans après, c'est l'inverse. 80% portés par les collectivités territoriales et aujourd'hui 15% par l'État. Et le quatrième acteur, il est simple, c'est l'acteur économique, c'est l'entreprise. Vous prenez votre téléphone portable, vous tapez www, envie de courir, envie de nager, envie de grimper, envie de rouler. Vous avez rendez-vous dans 45 minutes avec un groupe d'individus que vous ne connaissez pas, autant d'entreprises. Vous allez pouvoir organiser une rencontre. Et l'idée précisément du cluster a été de se dire quel modèle, quel écosystème nous allons inventer, penser pour fédérer des pratiques sportives organisées dans les clubs. Et là, le ressort éducationnel est important parce que le club, c'est ce qui éduque, bien évidemment, avec des éducateurs sportifs diplômés d'État. C'est là la grandeur de la France, c'est d'avoir inventé et créé un modèle d'éducation par le sport. Et à côté de cela, des individus qui ne souhaitent pas tout simplement être dans un club, mais pouvoir aller rouler avec leurs amis. Et de ce point de vue-là, c'est la capacité de générer une valeur ajoutée et de redéfinir alors une offre sportive globale. Se posent alors deux questions. De quelle manière on réoriente l'action publique? Est-ce qu'elle s'adresse aux clubs ou aux non-pratiquants, ou tout au moins aux non-licenciés? C'est tout l'enjeu de l'écosystème que nous proposons d'engager. Et le deuxième enjeu, il est important, c'est qu'est-ce qui va participer de la valorisation économique de ce nouvel écosystème. Et nous sommes partis, partir de groupes de travail avec 60 acteurs, des acteurs scientifiques, des acteurs économiques, des acteurs sportifs bien évidemment, qui pendant à peu près 12 mois ont échangé. On n'a pas inventé, je dirais, la recherche. Ce qui n'existait pas. Voilà, absolument. C'est que très clairement, lorsqu'un mouvement est en déclin, ce qui permet de le régénérer, et vous êtes chef d'entreprise, vous le savez, ne veux pas utiliser la grande formule de Schumpeter, mais c'est l'innovation et c'est la recherche. Oui. Alors, Hakim Kella, je vous interromps une seconde. Rappelons d'abord, lancé assez récemment, quand même, votre cluster Grand Paris Sport, avec bien sûr quand même promouvoir la pratique de haut niveau, il ne faut pas l'oublier en route, mais pas que, on l'a déjà compris dans ce que vous nous dites, vraiment offrir aux Français, au sport français, un modèle de développement innovant, bien entendu. Alors, vous aviez insisté effectivement sur cette unité mixte de recherche. Je dirais encore un petit mot là-dessus, parce que c'est en voie de création et vous êtes là aussi avec l'université, c'est celle d'Evry, Val-d'Essonne, Paris-Saclay donc. Absolument. C'est l'idée de fédérer des acteurs économiques que nous avons dans le territoire. Là, on voit bien vous évoquiez le rapprochement. Le fait d'optimiser le haut potentiel qui existe dans ce département. Il se trouve que dans un même territoire, nous avons un cluster qui s'appelle Génopôle, donc qui fédère un certain nombre de laboratoires et d'entrepreneurs dans le domaine des sciences. Nous avons un laboratoire à l'université d'Evry qui travaille dans le domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives avec des chercheurs de qualité. Nous avons dans le domaine du numérique deux grandes écoles qui sont ici sur le campus, Télécom Sud Paris et l'NCE. Et en fédérant ces acteurs de la recherche, en leur disant ensemble, on peut imaginer une plateforme de recherche qui sera à ce moment-là à mettre à disposition à la fois des acteurs économiques pour pouvoir générer de la valorisation économique et intervenir alors dans le tissu sportif, dans le mouvement sportif et participer de sa requalification, et à la fois des acteurs sportifs pour qui les enjeux de la recherche scientifique ne sont pas posés comme il le faudrait ou comme les Anglais, les Allemands ou les Espagnols le font. J'ai une petite réaction là à la table, peut-être vous, Jean-Marc Grenier, puisque vous les avez approchés ce cluster, et peut-être Nicolas Bouzou, rapidement, sur ce projet. On est encore vraiment dans quelque chose en devenir, mais qui met un cap innovation très clair. Oui, ben on a travaillé très tôt avec Hakim, et tu as d'ailleurs embauché Pierre Tambourindre aussi, qui est vice-président du projet. Je crois que c'est un point important parce que nous avons, on peut le dire,
savoir-faire ici en termes de génétique, de génomique, et on sait que ce sont des éléments qui vont être extrêmement importants dans les éléments que tu évoques. Dans la performance, on sait, moi je le sais malheureusement, que tout le monde n'est pas égaux dans le sport. Il y a les sportifs de haut niveau, et puis il y a les autres comme moi. Donc, non, mais on n'est pas tous égaux, et une partie de cette inégalité est portée par nos gènes. On sait que l'entraînement devra tenir compte de ces éléments. On sait que demain, le dopage, peut-être, sera un élément qui utilisera les techniques de génomique. Donc voilà, c'est une des raisons très rapides pour lesquelles on s'est mis, et puis parce qu'il y avait effectivement un modèle, qui est un modèle un peu celui de Génopôle, c'est-à-dire de rassembler ce triangle de la connaissance. Alors là, on rajoute, nous, c'est les patients, toi, tu rajoutes les sportifs, mais toujours enseignement supérieur, recherche, et entreprise. Relation entre pratique sportive et santé, ça paraît effectivement une évidence, et avec également un objectif éthique. Est-ce que c'est ça que vous alliez dire, Akib Khenaf? Avec deux enjeux qui sont fondamentaux. Le premier, vous l'avez saisi, il est sociétal. Qu'est-ce qu'on fait des Jeux Olympiques de Paris 2024? Comment on crée de l'inclusion culturelle pour faire du pays une nation sportive? Comment on fait du sport un vrai vecteur de santé publique, de lutte contre la sédentarité? Comment on en fait un vecteur d'éducation du corps et de l'esprit? C'est le premier enjeu, et cela passe par réellement des travaux de chercheurs, d'offrir des référentiels pédagogiques, de toucher toutes les classes de la population. Oui, du haut niveau aux pratiquants occasionnels. Voilà, absolument. Et le deuxième enjeu, il est économique. C'est qu'aujourd'hui, la puissance publique, même si elle a la volonté de vouloir l'organiser, la puissance publique peut être dans le ressort du modèle organisé, donc des clubs, mais il est du ressort de l'acteur économique de s'engager sur cet enjeu-là. Et je donne 3 entreprises qui nous soutiennent et qui sont membres du conseil d'administration du cluster. Nous avons MyCoach, donc, qui est une entreprise qui travaille dans le numérique et qui propose des modèles très clairs de suivi d'entraînement. Nous avons le premier moteur de recherche européen qui s'est intéressé et qui s'intéresse aujourd'hui à nos travaux, c'est Kawent. Nous avons Nokia qui s'intéresse aussi à l'enjeu de la 5G et qui est membre du conseil d'administration de surcroît, de la 5G dans l'organisation de l'offre sportive par les équipements. Donc on voit qu'il y a un véritable enjeu. Et sur l'aspect éthique, je finis 10 secondes, sur l'aspect éthique, le point est très clair. Nous avons rassemblé les acteurs scientifiques pour proposer à l'Agence française de lutte contre le dopage, avec l'agglomération et le département, d'accueillir ici le laboratoire du 21e siècle en matière de lutte contre le dopage. Il y a un appel à manifestation d'intérêt. Oui. C'est là l'enjeu, et c'est là où on voit que le cluster a vocation à fédérer des acteurs de haut niveau. On parle de facteurs d'excellence. Et c'est ça le nouveau modèle sportif français. Il doit être celui-là. Et soutenu. Merci infiniment. Vous connaissez, Nicolas Méhari, bien sûr, ce projet de cluster et de Grand Paris Sport. Toute autre chose, et là je l'ai dit vraiment, on est dans un ancrage territorial, cette affaire, ce cluster drone Paris Région, dont vous êtes le président, lui aussi tout jeune, créé en 2016 je crois, et même à partir de 2017, mais sur une base aérienne très ancienne et qui est très chère au cœur de beaucoup d'habitants de cette région. Alors oui, d'abord merci beaucoup à la CCI de permettre d'être un lieu de débat et d'échange pour tous ceux qui se préoccupent du développement économique de notre département. Alors vous l'avez dit, effectivement, le cluster drone, il est parti d'une idée simple. Nous étions confrontés à la question de la reconversion des terrains du centre d'essai en vol, et avec un sujet de dire, voilà, comment allons-nous utiliser intelligemment cette opportunité foncière qui nous était amené par la fermeture du CEV, puis la BA 217. Et en fait, on est parti de quelques constats simples. D'abord, c'est que les drones étaient une filière d'avenir. Une filière d'avenir sur lesquelles il y avait sans doute des choses à faire. Et il y avait parmi les choses dont on a besoin pour travailler sur les drones, c'est tout simplement de la place pour pouvoir faire des essais, pour pouvoir voler. Et là, un des éléments très importants, c'est que nous ne partions pas de rien. Nous avions accueilli le centre d'essai en vol.
c'était un des hauts lieux de l'histoire aéronautique du département et du pays. Et donc, travailler sur la question de la filière drone était une manière de prolonger cette tradition aéronautique-là. On peut citer quelques noms qui sont passés par ce centre d'essai quand même. Oui, Jacqueline Auriol, par exemple, très connue, fait aussi... Claudie Aigneret, plus récemment. Tout à fait, c'est sur le CEV également que les sièges éjectables ont été testés. Enfin, c'est vraiment une page très importante de l'histoire aéronautique française. Et puis, il y a aussi tout simplement un constat, alors là, beaucoup plus général, qui est de dire que si on regarde la filière drone, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va s'appuyer sur de l'aéronautique, de l'optique, des télécommunications, du traitement des données, autant de domaines sur lesquels la France est très bien positionnée. Nous avons tous les savoir-faire, toutes les compétences pour que la France soit le leader mondial dans le domaine des drones à forte valeur ajoutée. Et alors, on a toutes ces compétences en France, et on peut même dire qu'on les a singulièrement en Île-de-France, et même en Essonne, cela a été évoqué, il y a une concentration particulièrement importante en Essonne de lieux de recherche, d'innovation, qui font qu'il y avait sans doute quelque chose à faire pour pouvoir contribuer à mettre ces acteurs tous ensemble, en disant, voilà, si on les rassemble, peut-être que cela permettra d'aller plus vite. Et ça, une fois qu'il y a eu ce constat-là, et il faut vraiment le rappeler, je crois que la question ensuite, c'est pourquoi ça peut avoir une chance de fonctionner. Et là, de nombreuses années plus tard, avec beaucoup moins d'ancienneté, je retrouve exactement ce que disait l'histoire, Jean-Marc Grenier, merci beaucoup, désolé, l'histoire de la création du Génopôle, parce que c'est d'abord une mobilisation d'acteurs publics. Et au départ, c'était les deux intercommunalités, Cœur d'Essonne et la CCVE, avec le soutien de l'État. On s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire, rejoint par la région, par le conseil départemental, dont je suis également vice-président, et évidemment la CCI, qui a été un des tout premiers à se dire, il y a quelque chose à faire. Didier Desnus est évidemment une personne extrêmement impliquée. Donc il y a vraiment cette question-là de se dire, il y a un rôle d'impulsion des institutionnels sans lesquels une démarche entrepreneuriale ne pourrait pas avoir lieu. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, parce que, je vais revenir, c'est que évidemment dans la durée, ce n'est pas les pouvoirs publics qui comptent. C'est le fait que des entreprises puissent parler avec des organismes de recherche, avec des organismes de formation, que ce lien-là puisse se faire. Mais à l'origine, le point de départ, c'est effectivement une impulsion qui vient de quelques acteurs locaux. Oui, juste une question, Nicolas Merrick. On parle bien, quand on parle des drones, qu'on soit bien précis, on ne parle pas seulement du drone de loisir, celui qui se balade pour aller explorer le jardin du voisin. On parle bien de recherche et développement pour faire le lien sur la valeur d'un cluster. Le drone, c'est évidemment les codes des constructions pour le bâtiment, pour l'agriculture, pour les transports, pour la sécurité. Bien sûr, c'est de tout cela que vous parlez. Alors, absolument. Et c'est cette recherche-là que vous voulez pousser. Absolument. Et d'ailleurs, il faut dire les choses assez directement, c'est-à-dire que sur le drone de loisir, nous n'arriverons pas à concurrencer réellement la Chine dans la durée. Voilà. Les principaux acteurs sont effectivement chinois. En revanche, pour les drones professionnels avec une, entre guillemets, à haute valeur ajoutée, voilà. Il y a énormément de savoir-faire à mobiliser et là-dessus, il y a peu de pays qui sont aussi bien positionnés que nous pour cette filière-là. Nous avons... alors, c'est paradoxal et c'est également intéressant sur le plan du développement économique. On a pris un peu de retard au début des années 2000 sur cette filière-là par rapport à des pays comme les États-Unis ou Israël, parce que à ce moment-là, c'était notamment la filière de la défense qui poussait qui travaillait sur les drones. Ouais. Et là, en fait, il y a une deuxième vague, une deuxième vague de développement de la filière drone, qui notamment tiré par les usages professionnels, les usages industriels, et là-dessus, nous avons l'occasion de tout rattraper. Et vraiment, ce qui compte, c'est cette discussion. Entre des gens quand même, pardon, il n'y a pas un problème d'acceptabilité aussi quand même du public, parce que le drone, là on montre la partie éthique, la partie valorisante, mais il inquiète aussi, d'abord par évidemment sa puissance militaire, mais même d'une manière générale, tout le monde n'est pas d'accord avec le drone et son existence. Alors oui, mais permettez-moi. Est-ce que vous le ressentez cela ? Absolument, mais permettez-moi en une phrase de vouloir terminer mon propos juste avant. Pardon. C'est que ce qui compte, c'est qu'un cluster soit un catalyseur. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui va permettre d'accélérer le lien entre des opérateurs qui ont des savoir-faire, des clients qui n'ont pas encore la réflexion drone, des laboratoires de recherche qui ont des idées qui pourraient être utilisées. Et c'est ça, cette discussion-là qui est utile. Sur la question du débat sociétal, éthique, bien sûr que ça pose plein de questions.
Et on est au début de cette réflexion parce que c'est une filière tellement d'avenir qu'elle va bouleverser beaucoup d'habitudes, beaucoup de modes de fonctionnement. Et là-dessus, il ne faut surtout pas faire la politique de l'autruche. Il faut avoir des débats, il faut avoir des lieux où on en discute, il faut contribuer à de la visibilité, de l'acceptabilité, il faut contribuer à la découverte par le grand public. Moi, j'ai été frappé de voir au moment où sur les Champs-Élysées, une journée, l'après-midi pour les drones avait été organisée, l'affluence qu'il y avait eu. Là, nous allons la semaine prochaine organiser donc un salon, le premier salon ici, drone oui. Paris Région Expo, pour être un lieu de rencontre, pour contribuer à la visibilité avec une journée pour le grand public. Et je crois là-dessus que c'est notre rôle de se dire qu'il y a un certain nombre de questions à se poser. Alors évidemment, il y a des questions sur la sécurité, mais on peut imaginer demain qu'il va y avoir des plaques d'immatriculation pour les drones. Il va y avoir peut-être des drones policiers qui s'assureront que les couloirs aériens soient bien respectés. Nous travaillons aujourd'hui avec le cluster sur un appel à projet européen en lien avec Eurocontrol, Airbus et des startups, ce qui est un point important aussi parce que nous réussissons à fédérer cela pour pouvoir suivre, le contrôle, la gestion de l'espace aérien pour les drones, comme Eurocontrol le fait pour les avions. Il faut aussi évidemment pouvoir suivre cela. Ça sera la condition d'un usage raisonné des drones et ce sera le rôle des pouvoirs publics de définir des règles. Voilà, on a trois belles illustrations à Nicolas Bouzou, et je m'adresse aussi bien sûr au public, très différentes, hein, on le voit, de ces implantations, à la fois le cluster Grand Paris Sport, le Génopole et à l'instant ces drones, hein, tout à fait nouveaux et plein d'ambition pour l'avenir. Nicolas Bouzou, quelques commentaires ou j'en aurais beaucoup, mais je voudrais déjà réagir sur l'acceptabilité de la population par rapport à toutes ces innovations, qui est un problème clé, puisque les Français, mais pas que les Français, en réalité, dans tous les pays développés, il y a une grande ambivalence par rapport à l'innovation. C'est-à-dire que les gens veulent utiliser les innovations, mais énormément d'aspects de l'innovation leur font peur. Et pas seulement, puisque vous avez cité Schumpeter, pas seulement le versant destruction de la destruction créatrice. Ça va un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que les gens n'ont pas simplement peur que le drone leur prenne des emplois, mais ils ont peur du drone. Et ça, c'est vraiment une donnée fondamentale de nos sociétés. Alors, je vais beaucoup vous choquer. Je ne suis pas un Vous aimez bien ça. Oui, mais le pire, c'est que j'y crois, voire je pense que j'ai raison. Je ne pense pas que la France et l'Europe aient tout intérêt à se spécialiser dans le commentaire éthique de l'innovation. L'Europe est un peu en train de se spécialiser, est un peu en train de devenir le grand café de flore du monde. C'est-à-dire un endroit où on intellectualise de façon remarquable, intelligente. Le débat sur les dangers de l'innovation, et je le dis au premier degré, est d'un bien plus haut niveau en Europe que dans la Silicon Valley, où parfois il est véritablement affligeant, mais c'est eux qui innovent. Et là, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Je pense qu'il faut surtout réenchanter l'innovation. Je pense que notre rôle, c'est de faire en sorte que l'innovation soit vue comme quelque chose de positif. Et évidemment qu'il faut des régulations sur la base d'éthique. Personne n'a jamais dit le contraire. Ce serait absurde et outrancier de dire le contraire. C'est pas ça. Mais je pense je vois beaucoup de comités éthiques en Europe. Et je pense que c'est à moyen terme une spécialisation qui n'est pas la bonne, parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Ce que m'avait dit, j'étais en Chine au moment du dernier congrès du Parti communiste chinois, et les gouvernements chinois avaient fait une remarque que j'avais trouvée empreinte de bon sens. Ils m'avaient dit, vous savez, tous les problèmes éthiques que vous posez en Europe sur l'utilisation des données, mais on se pose très exactement les mêmes. On se pose les mêmes problèmes. On fait les mêmes analyses souvent. Et souvent, on serait tenté d'apporter les mêmes réponses. Et juste une différence, c'est que nous, on va d'abord devenir les leaders dans tous ces secteurs, et après, on les régulera. Voilà. Ouais. Je pense que c'est une réflexion qui n'est pas absolument stupide. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Les drones, si on doit se développer dans les drones, il faut qu'on se développe dans les drones, et il faut expliquer aux gens pourquoi c'est bien. Il faut sans doute leur expliquer pourquoi c'est dangereux, mais on leur explique tout le temps pourquoi c'est dangereux. Donc il faut d'abord leur expliquer pourquoi c'est bien. Voilà. Et ça me permet d'ailleurs de faire le lien. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on va faire la transition. Oui, mais ça m'a passionné sur notamment la question du sport, parce que moi, ceux qui ont la gentillesse de me suivre savent que je n'étais pas un fanatique des JO 2024. Et justement, j'ai trouvé votre démonstration incroyablement convaincante. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment... Mais il faut vraiment qu'on explique aux gens en quoi ce type d'événement peut être lié à l'innovation et comment justement ça peut servir à réenchanter l'innovation. Le lien entre le sport et la génomique, c'est passionnant. Oui. Alors ça passionne tout le monde. Ça, c'est super parce que justement, on peut se greffer sur les JO et plutôt que de faire uniquement du commentaire sportif, parce que j'ai pour mon pays des ambitions
peu plus importante que le fait de devenir une base de loisirs. Je pense que vraiment, il faut montrer en quoi c'est lié à l'innovation et en quoi justement tout est lié, comme vous l'avez fait. Il faut réenchanter. Je veux dire, notre plus grand défi, à vous comme à moi, c'est de réenchanter les gens avec l'avenir, tout simplement. C'est de leur montrer que l'avenir, ça peut être bien. C'est juste ça. Je crois qu'ils l'ont fait tous les trois. Vous voulez ajouter un tout dernier mot, Nicolas Méhari, juste pour conclure votre débat? Deux derniers mots. D'abord pour dire Rapidement, effectivement que je partage complètement le fait qu'il faut innover avant de se poser trop de questions. Évidemment, il faut toujours avoir en tête que les questions qui sont soulevées. Mais ne faisons pas des préalables avant de chercher à avancer, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que sur un sujet comme les drones, par exemple, la compétition, elle est clairement internationale. C'est la France par rapport à la Chine. Et ça doit donc tous nous obliger à avoir un état d'esprit de coopération locale. De coopération en se disant, voilà, il vaut mieux qu'on soit prêt à donner un peu à nos voisins, aux entreprises qui sont sur des secteurs similaires, parce que dans la durée, c'est le fait que tout le monde, nous arrivions à travailler ensemble qui fait que la filière va réussir à se développer. Et donc là-dessus, la CCI, des journées comme celle-là ont un rôle absolument essentiel à jouer, c'est de créer ce lien-là, de pouvoir dire, voilà, on a cet enjeu en Essonne, sur la filière, travaillons tous ensemble parce que la compétition, elle est internationale. Et donnons envie. Alors tous les trois ont envie d'un petit mot de conclusion. Allez, Jean-Marc Grenier très vite, ensuite on enchaîne sur notre deuxième table ronde. Oui, je rebondis sur ce que disait... Très vite, s'il vous plaît. Ce que vous disiez tout à l'heure. Le financement est un élément clé aujourd'hui et même stratégique. Nous avons sur Génopôle aucun problème pour accueillir des entreprises qui se créent. Ces entreprises trouvent des financements. Lorsque ces entreprises veulent franchir une certaine taille, typiquement la cinquantaine, la centaine, ça devient extrêmement compliqué. Or, nous avons aujourd'hui, sur ce territoire, la possibilité de créer 4 filières industrielles. Et qui sont des filières d'indépendance nationale. Une filière sur la thérapie génique, une filière sur la thérapie cellulaire. Quand vous voyez que le prix de ces produits, demain nous allons peut-être être obligés, nous les inventons ici, et demain nous allons les acheter à 100 000, 200 000, 300 000 euros l'unité, c'est un vrai problème de stratégie. Thérapie génique, thérapie cellulaire, médecine personnalisée, on est vraiment sur cette filière. Et puis tout ce qui concerne les biotechnologies industrielles, on a ce point. Mais s'il n'y a pas d'investissement qui arrive, ce qui est inventé ici, les entreprises qui auront fait l'innovation, elle sera industrialisée ailleurs et on la rachètera en importation. C'est un vrai risque et ça serait vraiment navrant. Merci infiniment à tous les trois. Nicolas, reste avec nous. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Deuxième table ronde. On va enchaîner tout de suite avec toujours la dynamique des clusters. C'est bien notre thème de ce soir. Mais vu peut-être un peu plus du point de vue de l'entreprise, venez avec nous. Anne-Claire Millet, d'abord, pour la CCI de l'Essonne. C'est la direction des services aux entreprises. Nassim Kider, qui dirige C19, les jeux vidéo. Il va nous expliquer, là aussi, comment ce cluster veut s'imposer. Et Samuel Bucourt qui dirige Imagine Optique, mais qui rejoint le cluster optique. Et là, on va développer un petit peu comment vous avez souhaité Optique Valley, on l'appelle exactement. Bienvenue à tous les trois. Je ne commence pas avec vous, madame, je m'en excuse, parce qu'on va d'abord montrer ce que font ces deux entreprises avant d'assister, comme ça a déjà été fait, sur votre rôle à vous. Et on a beaucoup parlé d'international et d'Europe. Nicolas Bouzou va être content de voir à quel point vous poussez les dossiers vers les fonds européens qui ne sont pas assez utilisés. On va commencer par le dire d'emblée. Démarrage avec vous peut-être, Samuel Bucourt, donc sur le cluster que vous avez rejoint, Optique Valley. Vous avez donc vous-même Imagine Optique et j'ai envie de mettre tout de suite en avant ce mot. Vous êtes, au niveau national, passionné par la photonique. On commence par dire ce que c'est. Oui, tout à fait. Donc, on est dans l'innovation, on explique. La photonique, c'est les technologies de la lumière, du photon, tout comme l'électronique, c'est les technologies de l'électron. La photonique, c'est les technologies autour du photon, donc la manipulation de la lumière. Voilà, pour Imagine Optique, nous on est dans l'instrumentation scientifique. On caractérise très finement les faisceaux lumineux et ça a tout un tas d'applications dans le domaine industriel, scientifique et ophtalmologique, parce qu'on a aussi une petite entreprise qui s'appelle Imaginize et qui fait des systèmes d'imagerie de la rétine très haute résolution. Voilà.
Juste pour revenir sur Optics Valley, donc c'est pas un cluster en émergence, hein, c'est un cluster qui a 20 ans. J'ai dit ça? Non, mais créé en tout à l'heure, en 99. introduction, on a parlé des Oui, oui, clusters tout à fait. à Non, non. et voilà, Lui, il est Optics beaucoup Valley plus a été- ancien, voilà, il a été créé en 99, tout à fait. 99 Tout à fait. moi, je suis un adhérent de la première heure d'Optics Valley. Voilà. Voilà. Dont on va redire un petit peu plus, qu'il y a maintenant 200 adhérents et je ne sais combien de laboratoires, c'est ça? Voilà, 220 adhérents en tout. Effectivement, ça correspond à des laboratoires, des entreprises, des écoles. Alors, vous êtes parti donc d'une start-up au départ, c'était la vôtre. Oui. Alors, racontez-nous un peu l'aventure, parce que Oui, ça en alors est toujours une. J'ai créé Imagine Optique en 1996, à une époque d'ailleurs où les financements par les capital risque n'existaient pas vraiment, en tout cas n'étaient pas très développés. Et puis on était dans un domaine, ce qu'on appelle la métrologie optique, donc un truc qui n'est pas très sexy quand on en parle, qui est très nécessaire au développement industriel, mais qui n'est pas très sexy quand on en parle. Et donc toutes les modes de capital venture, de capital risque qui se sont succédés, n'ont jamais inclus le mot-clé métrologie optique. On a parlé de Internet, de .com, de biotech, de nanotech, etc., mais jamais métrologie optique. Pour vous, c'était un peu des modes, tout ça. On fait dire qu'on est passé un peu par différents concepts. Oui, il y a eu pas mal de modes. Il y a eu un peu de ça. Voilà, et avec des bulles qui ont éclaté, par exemple dans les télécoms, comme on l'évoquait tout à l'heure en 2001. Et donc, nous, du coup, on a été amené un peu une contrainte vertueuse à se développer en autofinancement sur toute cette période de 20 ans. Oui, j'aime bien ce que vous m'avez dit quand on s'est parlé brièvement, enfin, en préparant cette rencontre. En fait, vous préférez au concept de start-up le concept de start-soft. Ouais, vous trouvez que ça vous va mieux? Voilà, c'est un concept qui me paraissait intéressant parce que finalement, la start-up, c'est quoi? La start-soft, c'est une start-up, mais qui se développe de manière un peu linéaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent mis sur la table à un moment donné pour se développer très rapidement. La start-up, elle se développe de manière un peu exponentielle, mais on sait bien que dans un développement, et tous les entrepreneurs qui sont là le savent, ce qui est exponentiel, ça peut être les dépenses. Hein. Quand on est en start-up, on a beaucoup d'argent à mettre sur la table, donc on dépense tout, mais jamais le business lui-même, très rarement le business lui-même. Donc, du coup, la durée de vie des start-up, en moyenne, est quand même relativement faible. Il y a très peu de start-up qui arrivent jusqu'à la maturité et qui permettent... Ouais, je crois que c'est souvent un problème bien national même, non? Nicolas Bouzou, je me trompe, ou c'est un petit défaut que nous avons? Complètement, oui. Mais bon, les startups, c'est très important parce que c'est souvent de là que vient l'innovation, mais quantitativement, ça représente en réalité très peu de choses. C'est 5% de l'emploi et 80% des startups se font racheter par un grand groupe et donc disparaissent en tant que startup. Voilà, pour fixer les idées. Mais c'est très important quand même parce que c'est là que naît l'innovation. Oui, oui. Oui, donc nous, dans notre modèle de start-soft, finalement, la contrainte vertueuse, c'est qu'on s'autofinance, donc du coup, on a un développement linéaire, voilà, tout simplement. Et ce qui correspondait bien à notre profil, je ne dis pas qu'il faut jamais aller chercher de fonds. La start-up, elle fait un pari sur l'avenir parce qu'elle a besoin de beaucoup d'argent pour aller vite. Nous, il se trouve que notre technologie, elle était très en rupture à l'époque. Et il a fallu la faire mûrir année après année. Donc du coup, ce modèle linéaire était plus en adéquation avec notre profil technologique. Oui. Donc Optic Valley que vous avez rejoint il y a déjà pas mal de temps, donc développement là aussi, des créations d'emplois, on en doit pas mal dans le domaine des technologies optiques. Optic Valley, on le précise, on déborde l'Essonne assez largement. Oui, maintenant, ça a été créé en Essonne. Oui. Initiative à l'époque autour de l'Institut d'optique qui était situé à Orsay, maintenant à Palaiseau. Donc ça a été un gros développement sur l'Essonne les premières années, puis progressivement, effectivement, l'assiette s'est élargie à toute la région parisienne. Oui, ça c'est important. Et donc la majorité reste quand même ici, non? Le cœur de métier, c'est quoi? Saclay, Massy, Évry? Absolument, oui. Évry. Et combien de laboratoires et que font-ils? Donc si on peut avoir 2 ou 3 illustrations, pas trop techniques peut-être pour nous. Je n'ai pas forcément les chiffres du nombre de laboratoires, mais... Moi je crois qu'ils sont plus de 200 en tout cas, près de... C'est laboratoire et entreprise. D'accord, tout groupé. Oui, c'est tout compris, ça doit être 220, 250 adhérents. La photonique représente plus que ça. La photonique, c'est une filière au niveau national. Au niveau européen, d'ailleurs, c'est une technologie clé identifiée par l'Europe il y a déjà quelques années. Il y a 6 technologies clés au niveau de l'Europe. La photonique en fait partie. On en parle relativement peu en France. On n'a pas l'écho qu'on souhaiterait avoir, mais voilà, ça représente ça au niveau européen. Et donc là, je peux donner quelques exemples, mais ils sont multiples et variés. Donc, je peux faire allusion à la photonique à travers les reportages que vous voyez sur l'innovation. Généralement, aux 20h, quand on parle d'innovation, on voit des personnes en blouse blanche avec des lunettes
et derrière des flashs verts, des lasers, voilà, donc c'est dans les biotech ou voilà, dans des domaines comme ça. Ben, voilà, ça, c'est des laboratoires qui sont gavés de composants photoniques. Donc les composants photoniques, c'est bien sûr le verre, l'optique, et fait partie de la photonique, mais c'est aussi la fibre optique, c'est aussi tout ce qu'on met en amont pour éclairer, donc les lasers, les LED, les superluminescentes. C'est aussi tout ce qu'on met en aval pour détecter, donc tous les systèmes de détection possibles et inimaginables, dont les caméras qui sont assez répandues, mais en fait, il n'y a pas que ça. Donc voilà, c'est un spectre très très large. Et donc les grands noms de la photonique, là, en région parisienne, c'est sur le plateau de Saclay, c'est le CEA, c'est voilà, un nombre multiple de labos du CNRS. Il y a beaucoup de photonique au Génopole, évidemment. Enfin, voilà, on en retrouve un peu partout. C'est l'instrumentation qui est très, très diffusante. Très bien. Et l'extension, évidemment, devrait se poursuivre. Et vous êtes donc très utilisateur des services proposés par le cluster lui-même. Là, je reviens de votre point de vue à vous. C'est-à-dire quoi? Le réseau, la mise en relation, qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous? Les aides? Alors, le réseau, c'est incontournable. Je crois qu'il y a 2 niveaux dans le cluster. Il y a un niveau... je veux dire, il y a 2 niveaux principaux. Il y a un niveau représentation de la filière, et il y a un niveau service. Effectivement, et généralement, quand on est PME, on préfère les services à la représentation. Mais la représentation, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que là, on travaille sur le long terme, on travaille sur le fait que justement le mot photonique soit prononcé dans les ministères, que dans les appels à projets, on retrouve ces mots-clés et qu'on puisse nous se positionner en tant que filière. Donc ça, c'est un truc important, mais plutôt long terme. Donc évidemment, dans les services, il y a énormément de services qui ont été développés depuis 20 ans. La chasse en meute, classique, donc les salons dans lesquels on participe collectivement, on y va à plusieurs. Un certain nombre d'aides qui sont canalisées par Optics Valley. On a évoqué ensemble, quand on a discuté, un projet qui s'appelait Défi Photonique, qui représente quelque chose comme 1,5 million ou 2 millions d'euros, et qui avait plusieurs volets, dont un qui était piloté entièrement par Optics Valley, qui consistait à accompagner des entreprises dans leur développement en leur finançant 50% d'une intervention d'un consultant en stratégie ou en qualité, en business plan. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, Samuel Bucco qui nous fait découvrir la photonique. Pour ma part, c'est un terme qui ne m'était pas très familier. On va poursuivre donc toute autre chose. Là, on va parler du cluster C19 avec vous, Monsieur Kider, Nassim Kider, qui est le directeur de ce cluster. Vous dites que ce n'est pas un incubateur très classique. Pourquoi? Tout à fait. Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à préciser que je remplace Ménad Sidamed, qui votre est président. Voilà, le président du C19, qui s'excuse de ne pas être ici avec nous pour des raisons de santé. Et donc, j'ai été désigné naturellement par mes fonctions, effectivement, de directeur du C19. Alors, le C19, effectivement, c'est un lieu d'incubation. Donc, l'idée, c'est de faire de la pré-incubation, de l'incubation pépinière d'entreprise et aller vers l'hôtel d'entreprise. Donc on parle de cluster jeux vidéo, mais en fait pas uniquement. C'est assez restrictif. En fait, c'est jeux vidéo et interaction numérique. En fait, ça reste un lieu d'incubation qui est géré d'ailleurs en partenariat avec l'IMT Starter, qui est l'incubateur des 3 écoles au niveau d'Evry. Et ça répond à certains mots-clés, en fait, qui sont la réalité virtuelle et augmentée, dans lesquels je mets le jeu vidéo et serious game, mais aussi tout ce qui est intelligence artificielle, calcul haute performance et big data. Voilà les thématiques. Oui. On est bien au-delà du jeu vidéo adressé aux enfants ou aux jeunes. Voilà. De même que nous avons corrigé pour les clusters, pour les drones tout à l'heure. Ouais. Voilà. Il y a effectivement du jeu vidéo, mais on va largement au-delà. Et donc une très grande sollicitation de la recherche là aussi. Voilà, tout à fait. Donc le lieu, il est pensé et on travaille dans ce sens-là. Donc c'est un lieu d'incubation pour favoriser l'émergence, bien évidemment, de start-up et qu'elles se développent et qu'elles restent sur le territoire. Mais aussi c'est un lieu de recherche. Donc aujourd'hui, il y a 2 thématiques essentielles. Donc la thématique réalité virtuelle est augmentée avec une collaboration avec le laboratoire IBISC à l'université, en particulier l'équipe qui travaille sur la réalité virtuelle et augmentée. Et on va avoir un premier doctorant qui va démarrer prochainement. Et d'autre part, l'école, le NSIE, donc d'où
est issue l'idée du C19. C'est l'école, je le précise, pardon, informatique pour l'industrie et l'entreprise, c'est ça. Tout à fait. Donc, voilà. le Qui est une NSI, vieille école qui fête cette année ses 50 ans. Alors voilà, 50 C'est la ans. première école en informatique au niveau national. C'est un lieu de recherche. Donc il y a les deux axes effectivement que je viens de citer, donc réalité virtuelle et augmentée. Le deuxième axe, c'est autour de l'intelligence artificielle et plutôt big data et calcul haute performance, et qui est adossé à une chaire qui est portée par l'école, donc une prof au niveau de l'école, qui est une chaire industrielle, donc financée d'abord par Atos et qui démarre là à cette rentrée. Voilà. Et d'autre part, c'est un lieu de formation parce qu'il y a deux parcours ingénieurs dont les élèves viennent au niveau du C19 parce que tout simplement, ils utilisent du matériel qui est au C19, à savoir une formation qui est en partenariat avec Télécom Sud Paris, qui est GIN, Jeux vidéo et interaction numérique. Donc, on est les seules écoles publiques, je précise, qui forment des ingénieurs en informatique qui codent du jeu vidéo. Sinon, la majorité, c'est plutôt des écoles privées, plutôt d'art et de design. Et l'autre formation, donc c'est une formation qui a démarré récemment, ça fait un peu plus d'1 an, qui est calcul haute performance et données massives. Donc on forme, c'est une spécialité, mais on parle sur le big data en fait. Ça c'est de la formation aussi. Voilà, en tant qu'ingénieur. Donc voilà, donc l'idée du C19, c'est vraiment de mélanger ces différentes populations, à savoir les enseignants-chercheurs, les élèves de l'école, mais aussi des autres partenaires, donc établissements qui sont sur le territoire, et les entrepreneurs, bien évidemment, et les salariés des entreprises qui sont incubées. Et l'idée, c'est de faire émerger effectivement des collaborations et de l'innovation. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. Et donc, j'en viens avec vous, Anne-Claire Millet, au rôle de la CCI, qui a déjà été évoqué, bien sûr, à plusieurs reprises. On nous a dit quelle importance ça avait d'avoir toute cette chaîne indispensable. Et vous êtes plutôt, enfin, vous spécialisez, vous êtes sur la direction des services aux entreprises, bien sûr, mais vous vous concentrez sur les activités en direction des entreprises innovantes dans le cadre d'un réseau qu'on appelle l'EEN, c'est l'acronyme européen, en l'occurrence anglais, European Network, voilà. Et vous incitez les entreprises à avoir recours à ce réseau, et disons les choses clairement, elles ne le font pas assez. Voilà, elles ne le font pas assez. Et elles laissent passer des fonds précieux. Des belles opportunités. De belles opportunités. Alors, le réseau EN, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un réseau qui est financé, une action qui est développée à la CCI de l'Essonne, qui est portée par des conseillers et qui est financée par l'Union européenne. Donc, qui est offert aux entreprises essonniennes, gracieusement, entre guillemets, qui est donc financée par l'impôt, mais qui ne coûte rien aux entreprises essonniennes. Donc on a deux actions qui sont phares dans ce réseau. Une action, la première, c'est d'aller chercher du financement européen pour les entreprises. Tout à l'heure, on parlait que les entreprises n'avaient pas assez de financement. Il faut savoir que le financement européen pour les entreprises innovantes, j'entends bien, c'est que pour de l'entreprise innovante. Il y a 7% d'entreprises françaises qui vont chercher de l'argent au niveau de l'Europe pour financer de l'innovation. Seulement 7%. Seulement 7%. Ouais, donc notre rôle à nous, CCI Essonne, c'est d'aller voir ces PME qui sont dans les clusters ou pas dans les clusters, en leur disant il y a des opportunités au niveau de l'Europe, allez les chercher, on va vous aider. Alors on ne va pas faire pour les entreprises, on va les aider, on va relire. On a une spécialiste qui a travaillé à la Commission européenne et donc qui connaît bien ces dispositifs. Et ce qui nous a permis l'année dernière d'aller chercher 12,5 millions pour les entreprises essonniennes pour injecter dans l'économie du territoire sur l'innovation. Donc c'est pas rien. Donc on intervient dans des clusters, notamment une des dernières interventions qu'on a pu faire sur ce thème, c'est auprès du cluster drone. Donc voilà, ça c'est une première activité. Et moi, quand je présente le réseau EN, on a deux activités, donc la Banque Centrale et l'autre côté, c'est Mythique. Donc le Mythique, qu'est-ce que c'est en quelque sorte? On a une autre activité qui est de faire rencontrer des entreprises, parce que pour qu'elles se développent, il faut aussi qu'elles trouvent des partenaires. Donc je vous ai pris deux exemples d'actions et deux oui, très bien, success bien stories, concret. en quelque sorte, qui sont passés par notre action. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, une entreprise qui est dans les analyseurs de gaz nous dit, ben voilà, je recherche un partenaire commercial en Angleterre et j'y arrive pas. Donc on regarde, effectivement, c'est un peu compliqué. Et la conseillère leur dit, mais en fait, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Oui, je voudrais, moi, me développer pour faire en sorte que mes produits soient présents sur le marché de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Et puis la conseillère regarde, donc on a une base de données, puisque le réseau EN, c'est 60 pays. Donc c'est un peu plus large que l'Europe. C'est l'Europe et les pays qui travaillent avec l'Europe. Et donc cette conseillère lui dit, mais
j'ai une autre solution à vous proposer. Plutôt que d'aller vous chercher un distributeur, il y a un partenaire écossais, enfin une entreprise écossaise qui recherche une technologie qui correspond à la vôtre. Donc on a proposé à l'entreprise de lui dire, plutôt que d'aller chercher un distributeur, on va vous mettre en relation avec cette entreprise qui recherche le composant dont vous faites. On s'est assuré qu'effectivement l'entreprise française essonnienne avait bien un brevet qui couvrait cette zone géographique. Et finalement, au bout d'une semaine, les entreprises ont discuté. Au bout d'une semaine, l'entreprise française, enfin essonnienne, a pris un billet d'avion, s'est retrouvée en Écosse, et à l'heure actuelle, elles travaillent ensemble. Et donc du coup, c'est un des succès qui fonctionne chez nous. Voilà, c'est 2 boîtes qui au départ n'étaient pas faites pour se rencontrer. C'était pas la première commande, mais au final, une entreprise qui se développe et qui se développe bien, qui est maintenant présente sur le marché du Royaume-Uni, non pas à travers un distributeur, mais par votre... Voilà. Oui. Non, c'est très intéressant. Et vous avez un deuxième exemple. Et un deuxième exemple, où là, c'est non pas une recherche de partenaires technologiques comme ça, mais on emmène également des entreprises, où on fait venir des entreprises étrangères sur des manifestations afin d'organiser des rendez-vous en B2B, et puis des rendez-vous entre clusters et autres. Et donc, une entreprise pareille, essonnienne, recherchait, une entreprise de biotech qui recherchait un distributeur, voulait être présent dans les pays plutôt Canada, donc on organise des rendez-vous, et au final, cette entreprise a rencontré une entreprise belge, donc elles ont dealé ensemble, elles ont monté un partenariat, et cette entreprise est maintenant présente au Benelux et au Canada. Donc en fait, le réseau EN, c'est ça aussi. Voilà, c'est illustration de l'efficacité du réseau. Petite question quand même sur la première partie, la partie banque centrale, comme vous dites. Les dossiers sont complexes, j'imagine. Vous n'arrêtez pas de dire on les aide, on fait le dossier avec eux. C'est souvent décourageant, il faut dire les choses. Si les dossiers sont difficiles, effectivement, personne ne va venir nous voir. Ils sont souvent décourageants. Il y a plusieurs cadences. Ils le sont, hein, vous le précisez, vous le confirmez. Oui, mais il y a différents types de projets. Une entreprise peut aller chercher 50 000 €. Ça, c'est la première étape. Oui. Elle peut aller chercher ensuite 2,5 millions. Et ça, c'est que de la PME. Ou 3 millions si elle s'associe à 2 autres entreprises de pays différents. Et là, elles peuvent aller chercher jusqu'à 3 millions d'euros. Après, il y a des projets bien plus gros, des projets collaboratifs, où là, on a des grands comptes, des ETI, un peu comme Imagine Optique a pu peut-être sur des projets collaboratifs. Ah, Samuel Buccourt, vous y avez eu recours. Oui, tout à fait. Alors, nous, on utilise cet outil. Alors, moi, je pense qu'il faut démystifier. C'est pas si compliqué que ça. Bon. Ça s'est beaucoup amélioré dans le temps. Il y a des outils en ligne pour. Alors, il faut lire la documentation. Voilà. Il faut parler du coup un peu anglais parce que c'est tout en anglais. Enfin, mais c'est pas si compliqué que ça. Et ça vaut le coup. Ça vaut le apparemment. coup. Voilà. On a eu un dossier l'année là qui a démarré en décembre 2017. Et qui représente 5 millions d'euros, donc en projet collaboratif, on est la seule entreprise. Et, en plus, une c'est PME qui est voilà, on est avec 5 organismes académiques et hospitaliers. Ah oui, c'est important. Une petite remarque là-dessus, Nassim Kider, vous connaissez bien sûr ce réseau ? J'ai entendu parler et j'aimerais bien effectivement sensibiliser les entreprises qui sont au niveau du C19, qui sont au nombre de 7 aujourd'hui, au moins pour la partie 50 000 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la partie 50 000 €, quand une entreprise a un refus, elle peut recandidater. Et bien souvent, les entreprises qui ont ces fonds, elles ont candidaté 1, 2, voire 3 fois, mais elles finissent par obtenir les fonds. Très bien. Allez, dernière intervention peut-être, si vous le souhaitez. Nicolas Bouzois a sûrement des remarques à faire. Ouais. Avant de conclure notre débat et de passer la parole au président Emmanuel Miller. Oui, j'ai une remarque qui est vraiment liée à la politique des clusters et à la coopération entre les entreprises, et en particulier à la coopération avec les startups. Au fond, je trouve qu'il y a 2 choses qui fonctionnent assez bien en France. C'est le soutien des pouvoirs publics aux startups. On en a eu des exemples ce soir. Et de fait, il y a beaucoup de startups en France. Quand on regarde le nombre de startups qui fonctionnent rapporté à la population, la France, c'est très peu connu. On a des meilleurs ratios au monde. Donc, ce sont de petites startups, comme on le disait tout à l'heure, malheureusement. Mais enfin, on a en tout cas beaucoup de startups qui fonctionnent. Donc ça, c'est très bien. Donc ce soutien vraiment des pouvoirs publics aux startups, ça fonctionne bien. Les liens entre les startups et les grandes entreprises, je trouve que c'est difficile comme lien, parce que c'est un peu contre nature, mais ça fonctionne pas si mal que ça. Je trouve qu'il y a pas mal d'entreprises qui jouent le jeu, qui parfois créent d'ailleurs aussi des fonds de capital investissement, qui mettent de l'argent. Alors le danger de la collaboration entre les startups et les grandes entreprises, c'est que la rigidité de la grande entreprise peut tuer l'innovation de la start-up, donc ça c'est une vraie difficulté, mais bon, c'est pas du tout propre à la France. En revanche, je trouve qu'il y a peut-être un angle mort, c'est la collaboration entre
les PME et en particulier les PMI dans l'industrie et les startups. Parce que finalement, ce sont les PME et les PMI qui ont sans doute le plus à tirer d'une collaboration avec des startups, parce que les startups ont un business model qui est très particulier, hein, ce que les économistes appellent un business model scalable, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui, quand elles ont le financement, peuvent aller très vite parce qu'elles investissent beaucoup au début, elles ont des coûts décroissants, donc ça va très vite. Alors que quand vous êtes un industriel dans le secteur du bricolage, vous avez déjà un outil de production qui existe depuis longtemps, c'est difficile de le changer comme ça du jour au lendemain, vous n'êtes pas en contact directement avec le client final, donc vous avez un business model qui est très différent de celui de la start-up. Et donc, il y a vraiment des zones de coopération très, très intéressantes, très fructueuses entre les start-up et les PME, et je trouve que c'est pas toujours bien organisé, sans doute parce que c'est difficile, mais je crois que là on a vraiment un levier de croissance, et surtout, en fait je le vois plutôt en faveur des PME entre guillemets traditionnelles, parce que les startups elles font leur vie, mais les PME elles ont une vraie difficulté de transformation, elles doivent se numériser, elles doivent prendre cette troisième révolution industrielle, et c'est pas facile pour elles. Et donc la coopération avec une start-up, si ce n'est pas une simple coopération de communication, etc., mais s'il y a un véritable projet, je pense que ça peut être très fructueux, et ça doit vraiment s'organiser. Voilà, petit message que je voulais faire passer. Oui, je vous en prie. Du coup, pour répondre Anne-Claire Miller, à ce que oui. vous dites, la CCI C'est pas une Essonne, critique, hein, c'est vraiment mais la CCI Essonne a développé depuis plus d'une dizaine d'années un événement qui s'appelle Techinov et qui aura lieu cette année porte de Champéret, à l'espace Champéret, et le but de cette manifestation, c'est de faire rencontrer des industriels, des PME, des startups, pour qu'elles travaillent ensemble et qu'elles puissent se développer. Donc Ouais. on part du grand groupe jusqu'à la startup Oui. qui sera là. Et il est bon aussi que vous ayez évoqué les PME traditionnelles, parce qu'on a beaucoup parlé d'innovation, mais les PME traditionnelles sont aussi dans les clusters et ils en ont besoin, vous le confirmez tous. Eh bien, merci infiniment, mesdames et messieurs. Un grand merci aussi à Nicolas Bouzou pour tous ces éclairages et ces commentaires. Je rappelle que juste après la conclusion de notre rencontre, il y a une séance de vente dédicace, hein, Nicolas, de votre dernier livre avec un titre où on va bien le reconnaître, La comédie inhumaine ou comment les entreprises font fuir les meilleurs. Voilà, ça se passe à la capsule ici dans le hall de la CCI. Président, je vous laisse la parole pour la conclusion. Merci. Alors vous avez en face de vous un président qui est particulièrement content à plusieurs titres, parce que cette soirée était une grande réussite. Alors je vais commencer par le côté humain. Nous avons un certain nombre de personnalités qui sont des vrais amis de la Chambre de commerce. Justine Guidez, Laure Darcos, Jean-Raymond Guenet qui est reparti, mais qui était là pendant la plupart de la réunion, qui sont des sénateurs. Nous avons le président du conseil départemental, François Durouvray, Isabelle Perdereau, conseillère régionale. Je sens que je vais faire une gaffe quelque part là-dedans, donc je vais m'arrêter là. Autre sujet de satisfaction, c'est la qualité des interventions. Alors sur la partie économique, non seulement je suis content évidemment de la qualité d'expert de Nicolas Bouzou, mais par rapport à ce que je vais vous dire ensuite, il semblerait qu'on soit du même avis. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, sur la partie cluster, j'ai trouvé que vous étiez très enthousiaste et très engagé dans ce que vous avez pu exprimer. Et ça fait du bien, parce que c'est quand même un phénomène d'exemplarité qu'il faut pour qu'on avance plus avant. Alors, je suis persuadé que sur ce plan-là, les clusters vont être des vraies locomotives pour l'économie essonnienne. Il faut dire que les clusters, en vous écoutant, j'avais l'impression que c'était un concept qui était à la carte pour l'Essonne.
Alors déjà, il faut de l'innovation. Alors, nous sommes le département Essonne, terre d'avenir, terre d'innovation. Ce n'est pas François Durouvray qui me dirait le contraire. Et puis, il y a un autre facteur qui est un facteur plus humain, c'est que nous avons une vraie habitude en Essonne de travailler ensemble en ayant des profils différents, des formations différentes, des fois des idéologies différentes, et on arrive à travailler ensemble pour construire des projets et avancer tous dans la même direction. Et ça, c'est ce qu'il faut pour les clusters, mais on a déjà un certain savoir-faire dans ce domaine. Donc, je suis tout à fait optimiste. Alors, le troisième point qu'on a, c'est un autre atout qu'on n'a pas trop cité ce soir, c'est l'agence Essonne Développement qui a une vraie expertise pour les études le préalable, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, les études d'opportunité, on va dire, et puis pour les premières années de lancement des clusters. Alors, maintenant, pour que ces clusters fonctionnent bien, c'est comme pour les autres entreprises, il faut qu'elles soient dans un contexte favorable. Il faut qu'elles soient dans un contexte où on circule d'une manière fluide sur les routes, où les transports en commun sont dignes de ce nom, où les logements sont à proximité de lieux de travail, où l'accès au débit est universel, où nous avons la sécurité et où nous avons de la main-d'œuvre qualifiée. Lorsque les pouvoirs publics se décideront à s'occuper de ces problèmes-là, sachez que nous serons à votre disposition, nous, chambres de commerce et les entreprises aussi, pour vous faire des propositions et vous aider à avancer sur ce sujet. Force est de constater qu'actuellement, on est dans beaucoup de réformes, certains qui vont bien et certains qui vont moins bien. On parlait tout à l'heure je disais tout à l'heure, l'adéquation du monde du travail par rapport aux besoins des entreprises. Alors là, je pense que le gouvernement a pris la dimension de ça. C'est pour ça qu'ils ont lancé les réformes sur la formation continue et sur l'apprentissage. Nous sommes globalement favorables à ces réformes. Bon, il y a des points sur lesquels on peut discuter, mais on est globalement favorable. Néanmoins, pour la partie formation professionnelle, il y a 70 décrets qui sont en préparation. Et donc, on reste assez vigilant sur la manière dont ça va être mené. Pour la partie apprentissage, on est vraiment persuadé qu'une meilleure prise en compte de la voix des entreprises va être un bon point pour la faculté des métiers et qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. Autre chose qui nous a, on est favorable, évidemment, c'est les ordonnances sur le code du travail et puis d'une manière générale, tout ce qui va dans la simplification des entreprises. Alors maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Alors, le premier, c'est pas le gouvernement qui l'a fait, c'est RGPD. RGPD, le fondement à l'origine, c'est des entreprises du net qui utilisaient d'une manière abusive les données des gens qui se connectaient sur leur site. Honnêtement, des entreprises qui sont dans ce profil-là en Essonne, c'est très très loin d'être la majorité. Sauf que là, c'est tout le monde qui doit se mettre, y compris la petite entreprise, qui doit se mettre en conformité avec cette loi. Je crois qu'il n'y a pas plus d'un tiers qui est déjà en conformité parce que c'est horrible, ça nécessite un travail d'enfer. Et à titre indicatif, on a une association des experts comptables localement. Eh bien, il y a des consultants qui ont proposé 750 € par mois pour un cabinet moyen de l'Essonne de suivi mensuel. Hein. Donc 750 de suivi mensuel rien que pour le RGPD. Donc, autre sujet qui fâche, le prélèvement à la source. Alors je sais bien que c'est déjà décidé, le président a déjà décidé, mais on va quand même en reparler.
on n'est pas contre le prélèvement à la source. Qu'on ait décidé qu'il fallait que le contribuable paye en temps réel ses impôts, c'est légitime, on n'a pas d'avis là-dessus. Par contre, là on est un peu moins d'accord, même pas du tout d'accord, c'est que ce soit l'entreprise qui paye l'addition. L'inspection générale des finances, c'est pas... qui, hein, c'est l'inspection générale des finances, l'État, hein, a fait une évaluation sur ce que cela a coûté pour une TPE, 400 € de mise en place pour une TPE. Qui va payer? Ou comment? Alors, quand on a vu cette situation-là, au niveau de la Chambre régionale, nous avons monté une commission d'études et on est arrivé à la solution de dire... on fait la mensualisation obligatoire pour tous, et puis on réajuste les mensualités parce qu'on a les DSN qui remontent tous les mois des entreprises. Solution de bon sens, me semble-t-il. Ça a été rejeté par Bercy. Bon, sur le coup, je n'ai pas bien compris. Et puis, on m'a expliqué l'histoire. C'est que quand il y a les feuilles d'impôt qui arrivent, vous avez beaucoup de gens qui ont du mal à payer leurs impôts. Donc, ils vont négocier au centre des impôts les paiements, les délais de paiement. Et ça coûte très cher parce qu'il faut les recevoir, il y a toute une mécanique. Eh bien là, c'est lui qui arrivera à aller voir le service des impôts en disant « Bon, mon employeur a déjà payé mes impôts, mais moi, j'ai pas les moyens. Est-ce que vous pouvez me les rembourser pour que je vous les rembourse plus tard ?» C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Donc, vers qui vont-ils se retourner? La question est posée. Alors ensuite, on a la loi Pacte. Alors la loi Pacte, honnêtement, il y a quand même toute une série de points qui sont positifs, qui vont dans le bon sens. On est un peu du même avis que vous, c'est-à-dire qu'on estime qu'on pourrait monter un peu les enchères. Et il est évident que sur ce plan-là, on est à la disposition, nous, Chambre de commerce et les entreprises, pour travailler le sujet et pour apporter des suggestions et aussi pour expliquer les obstacles. Ça, c'est pour une partie de la loi Pacte. Il y a quand même un autre aspect qui s'appelle les CFE, l'arrêt des CFE dans les chambres de commerce et dans les chambres des métiers. Alors là, le premier aspect, c'est on veut faire un registre des entreprises, registre universel des entreprises. Là, on est complètement d'accord. Parce qu'actuellement, vous avez une partie au registre du commerce, une partie au registre du métier, puis une partie, je ne sais pas qui est-ce qui le tient, mais enfin, ça passe par l'URSSAF en général. Bon, donc ça, c'est pas une bonne solution, il fallait le regrouper. Mais là, on est un peu surpris, c'est de donner ce registre à gérer par l'INSEE. Jusqu'à présent, les grandes compétences en matière de droit commercial, droit civil et droit des sociétés de l'INSEE n'étaient pas apparues comme étant évidentes. Donc ça veut dire qu'on estime que le registre, ce sera quelque chose de non contrôlé, d'autant plus qu'on supprime au passage les contrôles par le CFE et les greffes et les différentes étapes. Et donc ce registre sera un registre non contrôlé. C'est-à-dire que si vous avez un gérant qui vous signe un contrat, et puis qu'à un moment donné, le contrat ne l'arrange pas, il dira « Ah ben moi, je n'ai pas été nommé comme il faut dans les différents documents juridiques. Ce n'est pas parce que je suis inscrit sur le registre que c'est valable. » Alors qu'actuellement, tout ça, c'est contrôlé. Bon. Donc on va vers une espèce de déréglementation juridique, ce qui enlève un des atouts de la France, qui est un pays qui est reconnu justement pour sa solidité juridique, pour le fait que quand on s'installe, il y a des règles précises et il y a des modes opératoires par lesquels il faut passer. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des parlementaires dans la salle. On a quand même des choses à dire par rapport à un certain nombre de sujets. Donc, on reste à votre disposition pour en parler et pour aller plus avant et vous aider à trouver les bons arguments.
Alors, normalement, je devais arrêter là mon intervention, mais il s'est passé un petit quelque chose, et donc je vais mettre ma touche personnelle là. Comme vous savez, oui, j'étais sage jusqu'à présent. Comme vous savez, on baisse nos dotations. L'État s'occupe de notre cas au niveau des chambres de commerce. Et donc, cette année, nous allons diminuer de 11% nos dotations pour la chambre de l'Essonne. J'en ai parlé à mon épouse, parce que donc moi je suis le directeur général d'une entreprise de 12 personnes qui est présidée par mon épouse. Et sur une entreprise de 12 personnes, on paye quand même royalement 40 € au titre de chambre de commerce. Hein. Donc j'ai dit à mon épouse, tu vois, tu vas gagner un peu plus de 4 €. Elle dit, ah ben ça c'est super, je vais revoir complètement ma stratégie, avec une économie comme ça vaut vraiment le coup. Bon, on était parti plutôt sur cette logique-là. Et puis, pas de chance, la semaine dernière, j'ai reçu l'avertissement de taxe foncière qui est répercuté, je dirais, aux différents locataires, dont notre entreprise. Et là, 77% d'augmentation, 2 000 € pour notre entreprise. Donc je dis quand même, quand je regarde la réalité des prélèvements, que bientôt on va avoir le CICE qui va être annulé, quand on dit qu'on aide les entreprises et qu'on baisse les prélèvements de tous ordres, et qu'on aide les entreprises, pour moi ça relève plus du canular que de la réalité vue sur le terrain. Voilà, je me suis fait des ennemis, mais je préfère parler concret. Il me reste à vous proposer de faire la dernière partie mais qui est une partie importante, c'est-à-dire le cocktail networking à côté de la salle. Merci beaucoup et bonne soirée.